Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce deuxième épisode de la saison 3, je t'invite à Clisson, lieu qui accueille l'incontournable festival de métal, le bien nommé Hellfest. Je m'y suis rendu en juin dernier et j'ai eu la chance de rencontrer 6 groupes de la scène française avec lesquels j'ai parlé musique et bien entendu séries. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode mêlant série et métal. Dans la vie, il y a des musiciens de métal fans de séries, et il y a les autres. Ces troubadours de l'extrême ont certes de très bons goûts musicaux, mais ils sont pourtant des gens comme toi et moi. Eux aussi aiment passer quelques dimanches après-midi sous leur plaid pour regarder leur série du moment. À l'occasion du Hellfest 2022, je suis donc parti à la rencontre de 6 groupes de la scène francophone, pour me glisser, en tout bien tout honneur, sous leur plaid dominical et échanger avec eux sur les séries qui les ont marqués, tant en bien qu'en mal. Cette année était une année particulière pour le monde de la musique. En effet, 2 ans après l'arrivée de ce satané virus, dont on ne prononce pas le nom... Voldemort! C'est Voldemort! Mais qu'il est con, lui. Et d'abord d'où il sort? Hein, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Ça commence à bien faire tous ces gens qui se tapent l'incruste dans mes podcasts. Allez, oust! Fiche-moi le camp d'ici, sale Potterhead! Et voilà une magnifique girafe. Elle est à toi, allez dégage, tu me pour plaire. Donc, comme je disais, voilà déjà 2 années écoulées, durant lesquelles tous les fans de musique, et plus particulièrement celles et ceux qui aiment partir à la rencontre d'artistes et de groupes, ont été contraints de regarder des lives sur internet. Alors, pourquoi pas, mais le manque de décibels, de sueur et de boissons houblonnées était palpable. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Heureusement, des solutions existent, comme celle de monter le son de sa télé au maximum tout en enchaînant des séances de pompe entrecoupées de pauses à la bière. Pour avoir testé, ce palliatif ne procure pas la sensation escomptée. Et crois-moi, depuis, mes voisins me regardent assez bizarrement. Il est complètement fou ce type-là. On peut tout de même remercier le Hellfest avec son Hellfest from Home en 2021. Mais bordel, quelle frustration de devoir regarder un concert de Céleste en plein milieu d'un Hellfest vide. Depuis, et malgré la présence de notre cher Rhinite International, les concerts ont heureusement repris. Et quel bonheur de retrouver les salles de concert, les bars, les caves et autres lieux troglodytiques accueillant des musiques amplifiées. Sans oublier le grand retour des festivals, dont le Hellfest, qui a proposé non pas 1, mais 2 festivals pour le prix d'un. Non. Non. Pour le coup, ils sont sympas d'avoir organisé 7 jours de festivités, mais ils ont un business à faire tourner quand même. Faut pas déconner non plus. J'imagine que vous avez rêvé de ce moment. Ta gueule. J'imagine le moment où vous avez acheté le billet. Quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on déteste le Hellfest, la programmation est toujours aussi diversifiée. Il y en a pour tous les goûts. Du metalcore, du heavy, du rock, du sludge, du black, du grind, du thrash, du punk, du death, du stoner et bien d'autres sous-genres qui composent la richesse de la scène métal. Et à tous les rageux qui discréditent le festival, car c'est toujours les mêmes têtes d'affiche qui viennent, fermez bien vos mouilles. Mais vous allez fermer vos mouilles, oui! Alors effectivement, Ghost, Scorpion, Korn, Dropkick Murphys et consorts sont des habitués. Mais sérieusement mon petit gars, et ma petite meuf d'ailleurs, il faut lire les petites lignes aussi, celles qui sont plus bas sur l'affiche, et qui imposent nécessairement de se lever le matin le jour du fest. Et là, tu vas découvrir des groupes moins connus, mais tout aussi talentueux. Voire peut-être même plus talentueux. Ils sont vraiment très forts ces enculés.
En juin, j'avais donc prévu de me rendre au Hellfest après plusieurs années sans y être allé. Après 2 ans de disette scénique, je me suis dit qu'une plongée de 3 jours intense dans les concerts me ferait le plus grand bien. Je te le confirme, ce fut le cas. Je me suis aussi dit qu'il serait intéressant de lier 2 de mes passions, à savoir la cuculaphilie et les poneys. Ah, on me dit dans l'oreillette que cagouleetponeys.com ce n'est pas par ici. Ok, on se détend, et je parle comme prévu de métal et de séries. En attendant, laisse-moi te confier tout de même un petit secret. Essaye d'enfiler une cagoule à un poney, tu verras, ce n'est pas si simple que ça. Mais quand tu y arrives, une certaine satisfaction t'envahit. Il faut dire que c'est tellement majestueux un poney avec une cagoule. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Où en étais-je ? Oui, le métal et les séries. Alors, pourquoi pas partir à la rencontre de groupes pour échanger avec eux sur les séries télé qu'ils affectionnent tout particulièrement ou qu'ils détestent. L'obtention du sacro-saint pass VIP m'a donc permis de réaliser ce projet. Et j'en remercie encore vivement l'orga du Hellfest. Merci beaucoup. Merci, mon bon Seigneur, merci, tu es trop bon. Voici concrètement à présent comment on va procéder pour la suite du podcast. J'ai rencontré 6 groupes de la scène rock metal francophone. Pour rendre le tout plus digeste, j'ai décidé de découper l'épisode en 2 parties. Avec les 3 premiers groupes que je vais évoquer, tu auras tout de même déjà de quoi faire. Pour chacun des groupes, je te présenterai à chaque fois en quelques mots sa bio, accompagné d'une playlist que tu pourras écouter sur le site de la crypte. Cela te permettra ainsi de le découvrir si tu ne le connais pas déjà. Puis, on entrera dans le vif du sujet avec les séries. Pour cette dernière partie, j'ai enregistré mes rencontres. En toute transparence, quand je dis enregistrer, c'est avec les moyens du bord. Soyons clairs, mon matos se limitant pour cet exercice au simple dictaphone de mon téléphone portable, le son est ce qu'il est, c'est-à-dire assez moyen par moment. D'autant plus que l'environnement était plus que bruyant. Et ouais, va interviewer un groupe avec en fond sonore Brutal Sphincter. Pour l'ensemble des groupes que j'ai rencontrés, je leur ai posé à tous les mêmes questions. Alors n'étant pas éditorialiste dans Philosophie Magazine, ça reste de la question basique, mais à propos. Eh ben ça promet. J'ai donc joué la carte du candide, avec des questions simples, pour privilégier un échange sincère et spontané. Voici les questions auxquelles chaque groupe aura pu répondre. Quelles sont tes séries cultes ? Quelles sont les séries que tu juges de merde ? Quelle série a marqué ton enfance ? Quelles séries t'ont marqué par leur musique, leur bande originale ? Y a-t-il une fiction, série ou film, pour laquelle tu aurais aimé composer la bande originale ? Et enfin, comment trouves-tu la place du métal et du métalleux dans les fictions ? Comme tu pourras l'entendre, j'ai laissé les musiciens s'exprimer sans trop interférer. Les échanges sont plus ou moins longs, il faut dire que le temps imparti était très court car rythmé par d'autres interviews programmées. Je te prie donc d'être indulgent avec ce travail, c'était une première et je ne suis pas journaliste. Je n'étais pas forcément à l'aise et c'est toujours intimidant de rencontrer des artistes que l'on apprécie et que l'on écoute. Oh, qu'il est mignon. En parlant d'eux, je tiens à les remercier pour leur accueil à chaque fois chaleureux et bienveillant. Merci les gars et les filles, et continuez à nous offrir un son aussi bon et aussi lourd. Allez, c'est parti. Quand le blues rencontre les frères Scott avec Laura Cox. Laura Cox est une artiste que beaucoup d'entre vous connaissent avant tout pour ses vidéos sur YouTube. Dès 2008, la rockeuse s'est fait un nom sur la toile en reprenant à sa sauce de grands classiques du rock comme Dire Straits, Queen ou encore Lynyrd Skynyrd. Mais c'est quoi cet accent débile ? Elle a aussi repris des groupes un peu plus récents et certainement de sa génération comme Nickelback, Fall Out Boy et The Offspring. En 2013, elle monte son groupe qu'elle nomme sobrement Laura Cox Band. 2 albums verront le jour par la suite, Hard Blues Shot en 2017 et Burning Bright en 2019. Pour le style, Laura Cox se situe dans les racines du rock, celle où le blues a encore toute son influence. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en si. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre, d'accord ? Entourée d'excellents musiciens, sa musique met en avant chaque instrument, donnant la part belle, évidemment, à la guitare, avec des rythmiques bien sentis et des solos de grande qualité. En 2022, près de 14 ans après ses débuts, Laura a parcouru beaucoup de chemin. Elle vient de sortir son 3e album, elle frôle les 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et elle a participé pour la première fois au Hellfest sur une main stage. Impressionnant. Très impressionnant.
Une artiste donc accomplie, mais rassure-toi, elle sait rester les pieds sur terre et n'hésite pas à parler de ses souvenirs lointains dans le monde des séries télévisées. Alors, à ce sujet, Laura n'est pas ce qu'on peut appeler une grande consommatrice de séries. Les shows dont elle se souvient remontent plus à des souvenirs de son enfance et de son adolescence, comme Charmed, Les Frères Scott ou encore Beverly Hills. Allez, voyons ça ensemble de plus près. Des séries cultes. Je t'avoue que je regardais surtout des séries quand j'étais ado. Là, j'ai un peu lâché, mais quand j'étais petite, je regardais énormément de séries. Bon, c'est les séries qui plaisaient aux filles, hein. Charmed, Smallville, les trucs un peu science-fiction, un peu sorcières, super-héros et tout. Les trucs un peu high school, genre les Frères Scott, One Tree Hill et tout. Mais tu rigoles, mais j'ai vraiment découvert genre du Lynyrd Skynyrd dans ce genre de série et tout. Donc ouais, j'étais assez fan de, on va dire, séries TV pour adolescentes, quoi. Est-ce qu'il y a des séries du coup, alors des séries de merde en fait, est-ce que pour toi il y a des séries vraiment qui t'ont marqué dans ton enfance peut-être et que tu dis pourquoi j'ai regardé ça, c'était vraiment nul? Non, pas vraiment. Après voilà, avec le recul je me dis c'est pas terrible, mais je me demande pas pourquoi j'ai regardé ça parce que je pense que ça correspondait bien à l'époque, à mes goûts. Voilà, chacun a ses périodes. À différents âges on est intéressé par différents thèmes, donc voilà, je suppose que je me retrouvais bien là-dedans à l'époque. Mais série de merde, non, je sais qu'il y a des trucs qui m'intéressaient vraiment pas, genre Stargate, SG1, des trucs comme ça. Ouais. Et puis là c'est vrai que, en fait là, du coup je suis moins fan, je regarde moins les séries et je suis moins fan parce que de plus en plus on arrive vers des espèces de séries que je trouve qui sont un peu séries jetables parce que tu te bouffes les épisodes, t'as 10 épisodes en une soirée et la série est finie. Et moi j'étais plus attachée aux séries où tu grandissais avec les personnages et que la série tu devais attendre un an pour avoir enfin t'étais en cliffhanger et tu devais attendre un an avant le début de la saison d'après. Et j'aimais bien ça parce que tu grandissais vraiment avec la série et voilà quoi. Donc un côté un peu nostalgie dans ta façon de consommer les séries. Ouais, en fait. Je pense. Du coup, peut-être que maintenant ça m'intéresse moins tout simplement, mais c'est vrai que je suis pas très adepte de cette nouvelle façon de consommer les séries, quoi. D'accord, ok. Est-ce que dans tes souvenirs, il y a des séries qui ont pu te marquer par leur BO, par leur générique? Alors, ma mère, les premières séries que regardait ma mère, c'était Beverly Hills 90-210. Donc ça, c'est des trucs que j'ai essayé de jouer à la guitare et tout. Donc voilà, ce genre de série, ouais, la BO, c'est assez mythique, je pense. Mais ouais, surtout ça, parce qu'il y a de la guitare électrique et ça me parle, quoi. Ouais. Et du coup, tu parlais de Beverly Hills, que tu as essayé de refaire la guitare. Il y a d'autres génériques comme ça que tu as essayé de... Non, parce qu'après celui-là, c'est vraiment, tu as un thème à la guitare électrique. Les autres genres de séries que je regardais, c'était plus vraiment des chansons pas très rock, pas trop de riff. Donc non, j'ai jamais... je crois pas avoir essayé autre chose. Est-ce que ta musique, du coup, tu la verrais bien? Il y a un moment, je sais pas, tu as regardé un film, alors on va parler un peu film aussi, hein. Film, série, fiction au sens large en fait. Est-ce que tu t'es dit, là ma musique elle collerait bien à cet endroit précis, à ce moment précis du film ou de la série? Est-ce que tu te verrais bien avoir une de tes musiques dans un film ou une fiction? J'ai jamais réfléchi à ce genre de choses. Ce que je sais, c'est que j'aime bien quand les réalisateurs sont aussi dans la musique. Par exemple, les films de Rob Zombie. Je suis adepte, j'aime beaucoup sa musique, j'aime ses films aussi, mais par rapport à la façon dont on se compose, alors je sais pas s'il faudrait composer en se disant ça va être pour être mis à l'écran, parce que je pense que j'aurais besoin de me mettre ça dans la tête avant de composer un titre qui soit pour moi adaptable à l'écran, parce que en l'état comme ça, mes titres je les imagine pas trop dans une série ou dans un film. Ouais. Alors c'est vrai que moi quand j'ai écouté tes albums, il y a des chansons qui sont un peu plus blues. Et qui me rappelait, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelait des chansons, des westerns en fait. Il y a une chanson, je me voyais bien dans la série Deadwood. Alors, je sais pas si tu connais cette série. Je connais deux noms, mais... Voilà, mais c'est un western et du coup, tes chansons se collaient parfaitement à cette ambiance-là, je trouvais. Voilà. Ok, cool. Donc, toi, en tout cas, tu composes pas dans cette idée de te dire à un moment donné, ouais, je verrais bien ma musique dans un film, dans une série. J'essaye déjà de me dire, allez, est-ce que j'arrive à sortir un bon titre? Et puis ensuite, si ça peut plaire ou si ça peut coller à une atmosphère d'une série en particulier ou d'un film, tant mieux. Et c'est vrai que je me suis jamais mis à composer dans cette optique en tout cas. D'accord. C'est pas un truc que tu envisages, pas forcément. Peut-être plus tard, pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Ok, très bien. Dernière question, c'est un peu sur l'image de la culture rock, métal, et même des métalleux dans les fictions. Comment tu la vois cette image qui transpire de nous finalement dans les fictions, que ce soit dans les films ou les séries? C'est un peu caricatural parfois. Je pense que c'est ce qu'on veut en montrer après. Voilà. Et après, au moins c'est représenté quand même.
parce que c'est un peu caricatural, mais au moins les rockers sont là, donc, enfin dans certaines... Je trouve que c'est quand même assez représenté, ouais. Quand le synopsis le permet, oui, je pense. Ouais, un peu caricatural, biker, veste à patch et tout, mais bon, après si ça dérange personne, hein, du moment qu'ils sont là. Quand Cthulhu rencontre Santa Barbara avec The Great Old Ones. The Great Old Ones est un groupe bordelais créé en 2009 par Benjamin Guéry. Le groupe officie dans un black metal teinté de passages plus éthérés, lui offrant l'étiquette de post- ou atmosphérique black metal. Le nom du groupe est une référence aux grands anciens, ces créatures mythologiques tout droit sorties de l'imagination de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft pour les intimes. L'univers de Lovecraft est la marque de fabrique du groupe de Gironde. Il est d'ailleurs courant d'entendre ses fans préciser que le style du groupe est du black metal Lovecraftien. En effet, que ce soit à travers les musiques, les textes des chansons, la scénographie ou les visuels des albums, tout est pensé pour que le groupe et Lovecraft ne fassent plus qu'une seule et même entité. Remontons quelques années en arrière. Ben, le fondateur, a composé seul les premiers morceaux, avant de trouver le line-up idéal pour sortir en 2012 l'immense album Al-Azif. 6 titres pour un voyage initiatique à la rencontre de la plus terrifiante des créatures, Cthulhu. Alors à tous les fans hardcore de Lovecraft qui passent par ici, venez pas me casser les couilles parce que je prononce mal Cthulhu, je le prononce comme je veux, ok ? Je vous emmerde. Voilà, je vous emmerde tous, et plus particulièrement toi, Daniel. Je t'emmerde. Poursuivons. En 2014, The Great Old Ones enfonce le clou avec un second album tout aussi magistral, Tekelili. Une nouvelle entrée dans le monde de Lovecraft, avec ici un passage dans la folie, avec les montagnes hallucinées. S'en sont suivis 2 albums, E.O.D. A Tale of Dark Legacy en 2017 et Cosmicism en 2019. Durant ces années, le line-up a pas mal changé, Ben restant toujours aux manettes et poursuivant son périple dans les abysses Lovecraftiens. Qu'en est-il côté série ? Alors pour cet entretien, j'ai rencontré Ben et Alexandre, qui sont respectivement chanteurs-guitaristes et guitaristes du groupe. Ensemble, on a parlé de pas mal de séries, dont K2000, Penny Dreadful, Breaking Bad, L'Incroyable Hulk, Lupin, Riverdale, Manimal, Rick and Morty, BoJack Horseman et Santa Barbara. Oui, tu as bien entendu, Santa Barbara. Allez, voyons ça de plus près avec Ben et Alex. Est-ce que déjà vous avez des séries cultes ? Tu m'as parlé de Friends tout à l'heure. Ouais, mais je disais ça en rigolant. Oui, mais c'est culte, mais je vais pas dire que ça sera... Après, il y a culte et les séries qui viennent un peu de la nostalgie, donc c'est compliqué. Ouais, alors ça sera après du coup. Ce sera plus les séries de ton enfance en fait qui ont pu voilà, marquer. Ça c'est plutôt le côté nostalgique. Ouais. Voilà. Et là, c'est plus des séries cultes que vraiment pour toi c'est incontournable, c'est à voir parce que moi tu as trippé devant. Classique, hein, j'ai maté Game of Thrones que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup suivi. Après en culte. Ouais, en même temps, aujourd'hui, on en a tellement, on mange tellement de séries qu'au final, c'est presque difficile d'en choisir une en particulier, une qui m'a scotché. Si, j'ai adoré Penny Dreadful. D'accord, yes. Vraiment, qui pour moi rassemblait. Si on est un peu fan de littérature d'épouvante, surtout de l'époque un peu victorienne et tout ça, c'est une série qui retranscrit tout, parce qu'on y retrouve un peu tous les monstres de l'époque. Ouais. Que ce soit Frankenstein, soit le loup-garou, soit le Dracula. On va pas trop spoiler, hein, si on a qui regarde après, mais. C'est une série vraiment qui était bonne du début à la fin, avec une Eva Green qui est parfaite comme d'habitude. Ok, très bien. C'est ça. Alors moi j'ai pas à mon client parce que je mate très peu de séries. Ok. Mais 2 des quelques séries que j'ai pu mater ces dernières années, alors je vais pas taper dans l'originalité, mais je te citerai Breaking Bad. Yes. Évidemment. Mais encore une fois avec assez peu de références autour, parce que si je mate 2 séries dans l'année, c'est le max, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que Breaking Bad, c'est la seule série, parce que effectivement ça fait quelques années, mais tu vois, je te donnerai un Dexter, moi que j'avais adoré par exemple. Mais Breaking Bad, c'est une des rares séries où il y a une fin, où on n'est pas déçu par la fin. Parce que de toute façon, on va dire que 95% des séries qu'on peut regarder, on est toujours déçu de la fin. Parce qu'on n'enlève pas forcément de la qualité, mais on reste quand même sur une note un peu amère. Alors que Breaking Bad, et d'ailleurs c'était en français cette fin où tout le monde disait putain ça se termine. Ça se termine bien, ça se termine, ça se termine correctement. C'est que le créateur savait où il allait dès le départ aussi. Je pense que ça a aidé. C'est marrant parce que moi en m'attend, j'ai quand même eu cette impression de syndrome de la saison de trop, quoi.
Le souvenir que je donc c'est 2008-2012, un truc comme ça, Breaking Bad. Ouais. Et là, dans mon souvenir, la saison 4 est pas forcément la plus mémorable. En tout cas, la fin, oui, tu clôt ton visionnage sur quelque chose de fort, qui clôt parfaitement la C'est saison. ça, ce qui est assez rare quand même. Ce qui est absolument assez rare, parce que parfois, on fait la saison de trop, ou les saisons de trop, on sait pas trop où on va, mais on y va quand même. C'est ça. Et ma fille est super fan de Riverdale. D'accord, ouais. Et elle voulait que je mate ça. Papa, tu regardes. Je l'ai maté un peu avec moi. Et là, elle me dit, papa, là, c'est la saison 6. Franchement, regarde pas, c'est nul. Et ultra fan comme elle est, je pense que ça doit vraiment. Moi, j'en suis au milieu de la saison 2, je crois. C'est bon, je n'irai pas plus loin, c'est pas pour moi. C'est pas inintéressant à regarder, mais c'est. Ok, bon, très bien. Je suis pas client. Est-ce que vous avez du coup des séries de votre enfance qui vous ont peut-être marqué, une ou deux séries comme ça qui vous viennent en tête? Alors là, plein, évidemment. Ah ouais. Là, moi, je vais te citer V, qui m'a énormément marqué. Je te le cite aussi. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'était plutôt un téléfilm à l'origine. Après, il y a eu la série. C'est ça. Mais moi, ça m'a énormément marqué. Après, les trucs de gamin comme ça, il y avait la série Hulk, qui a certainement très mal vieilli, mais qui était dépressive au possible avec le type qui la musique triste. Et puis le mec, il finit toujours ses épisodes où il part tout seul. Il a fait les trucs, puis il finit tout seul. Bah, c'était pas forcément très drôle. Après, il y a eu des trucs, j'ai pas mangé ma Dawson par exemple à l'époque, il a bien aimé. C'est pas une tare, hein. Ouais, non, mais j'ai suivi. L'enfance, ça va être particulièrement ça. Après, il y en a plein, on a énormément. Mais c'est vrai que c'est V, Hulk, moi, ça m'a énormément marqué. Ouais. Moi, je te citerai tout ce qui est un peu buddy. Je pense à Sheriff Fais-moi peur. Je pense à comment s'appelaient les deux flics à moto là Chips. Ouais, c'est vrai. Il y en a d'autres. K2000. Deux flics à Miami. Moi, je pense au duo. Il y avait énormément de. C'est un duo, Kit et Michael Knight. C'est un duo, absolument. Ok. Oui, quand c'est K2000, quand t'as 7 ans, au milieu des années 80, mais de toute façon, au milieu des années 80, tous ces trucs, tonnerre mécanique, machin, tout ça. Supercopter. Et en plus, les musiques, on s'en souvenait énormément. Ça, il y en a qu'il faut pas revoir, par contre. Non, quand j'ai revu Manimal, Manimal, je crois qu'il y a 8 épisodes, il y a rien, quoi. Alors qu'on pensait à l'époque, il y en avait 150. C'est que ça devait être vraiment chiant. Ouais. Il y a un épisode de Joueur du Grenier qui sur Manimal, un truc hyper drôle, il raconte, la plupart du temps le mec il se transforme mais ça sert à rien. Le mec il se transforme en panthère, je sais pas, pour déplacer une caisse quoi, tu vois, ce genre de conneries. Il se transforme toujours de la même façon, la panthère, le faucon, puis ça. Oui, en fait il y en a 3 quoi. C'est ça. Et donc à ne pas revoir, on va garder nos souvenirs d'enfance. Exactement. Super. Est-ce qu'à contrario il y a des séries que vous jugerez de merde? Alors c'est très subjectif après ça. Mais est-ce qu'il y a des séries vraiment un truc, mais de merde. Moi j'ai déjà commencé une série qu'on a pu me conseiller, j'ai fait non j'aime pas quoi, mais je me souviens même pas si j'aurai un exemple précis à te donner quoi. Série de merde, un truc vraiment raté. Non, moi j'aurais pas. J'aurais des fins de merde comme on disait tout à l'heure, mais des séries de merde, une série de merde. Aujourd'hui avec soit le bouche à oreille ou les réseaux sociaux, de toute façon quand une série est vraiment pourrie, on le sait presque avant de le regarder. J'en ai une. Généralement ça ne se voit. Ah vas-y. Lupin. Ah j'ai pas vu, il paraît que ça chie. Je suis pas du tout client. Il paraît que c'est très. Je suis pas du tout client, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de maîtrisé et dans la mise en scène et dans le casting aussi, je trouve que c'est pas forcément tout n'est pas hyper pertinent et je trouve que les effets aussi bien dans l'écriture du scénario que dans la mise en scène tout y va avec leurs gros sabots quoi, ça manque. Ouais, c'est pas très finaux dans l'écriture. De finesse quoi. Et j'en attendais quelque chose de fun sans prétention, ce qui est le cas et j'ai pas passé un mauvais moment à regarder la série. Mais voilà, pas série de merde, mais pas une série que je conseillerais en tout cas. Non. Tu peux rajouter dans les méga séries de folie, tu peux rajouter Rick et Morty. Qui est quand même la série. T'as vu ça? Non. Ouais, il faut que tu mettes ça. Ah, c'est fouchou ça. Il y a tout dedans dans Rick et Morty, c'est une série d'animation. On m'en parle. Ouais, c'est génial, vraiment. Ah oui, il y a même tout dans le générique, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vrai, carrément. Il n'est pas dans les épisodes, mais tout dans le générique. Animation, BoJack Horseman aussi. On en a beaucoup parlé. Alors celle-là, je l'ai pas vu, je dirais que c'est très bien. Là, en l'occurrence, l'écriture, elle est géniale. Les persos, ils sont... c'est vraiment pas pour les enfants, évidemment. Non, mais en fait, il y en a plein. Black Mirror, les premières saisons de Black Mirror, ça tue. J'ai commencé à regarder le 3e acte de Love, Death and Robot hier. Et il y a un épisode, j'ai failli vous envoyer un message, mais tout le monde a envie de se coucher. Et il tue, ça tue. Ouais, je vous enverrai. Ok, très bien. On va parler un peu musique en fait, mais toujours côté série. Est-ce qu'il y a des musiques dans les séries, des BO qui ont pu vous marquer? K2000, je l'ai dit tout à l'heure. Ok. K2000. XOR.
Le shérif de excellent. l'espace. Le shérif de l'espace. Ouais. Supercopter. Ouais, mais voilà, les séries c'est la liste est infinie, les séries de notre enfance. Ah ouais. Plus récemment, justement. Ok. Supercopter. Voici Dawson. I know one away. Ouais. Je vois bien, Beverly Hills. Ah, c'est clair. Inoubliable. Santa Là, Barbara, bien sûr. Pareil. Santa Barbara. On me dira pourquoi. Bah, moi, les séries, c'est plus mon enfance, donc malheureusement, voilà. Ok, non mais c'est très bien. Parfait. Ok, est-ce qu'il y a des séries par contre pour lesquelles vous auriez aimé composer ou vous dites ah, là, il y aurait peut-être pu y avoir un de nos morceaux en fait qui s'intégrerait à ce moment-là dans l'histoire TGO qui pourrait... Ouais, dans le style qu'on fait, c'est même s'il peut y avoir un côté un peu cinématographique dans ce qu'on fait, de là adapter à une série ou un générique de série, le problème c'est que dès que c'est un peu de la musique un peu extrême, bah au niveau des séries on aurait l'impression un peu de... J'aurais l'impression de scinder le public en deux d'un coup quoi. Donc plus peut-être dans le côté ambiante. S'il y avait des trucs un peu plus ambiantes, tu vois, ça pourrait coller. Ce que tu peux très bien faire aussi. Oui, exactement. Mais tu vois, un Stranger Things aujourd'hui, il y aurait plein de trucs sur lesquels on pourrait écrire des trucs pour Stranger Things, ça collerait. C'est un truc que t'aimerais faire, j'imagine. Ouais, ça serait hyper chouette. Mais, ouais, ça vous plairait ça d'écrire, de composer, pourquoi pas de je préférais pour une musique de film que si un film, oui, évidemment. Bien sûr que oui, c'est un exercice sûrement passionnant. Ouais. Ok. Très bien. Et pour terminer, contre vous, ressentez-vous un peu la place du métal dans les séries? Alors les fictions en général, même dans les films, on peut aller là-dedans. Et comment vous trouvez la place du métal et du métal auquel l'image il en ressort en fait? Alors si on parle juste musicalement parlant, le métal dans la musique, le métal dans les films ou dans les séries, c'est très simple, c'est soit sur les moments où il y a de la grosse baston, soit parce que c'est une série ou un film sur le métal. On ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup sinon. Hein. Non, c'est pas le premier choix en termes d'écriture. C'est ça. Et après, sous-représenté pour vous du coup? Comment? C'est sous-représenté? Il faut que ce soit adapté aussi après. Non, moi je trouve pas. Parce que voilà, c'est pas forcément adapté. Ça prend, de par son énergie, cette musique-là, sa violence éventuellement, elle prend beaucoup de place. Elle est là pour ça, quoi. C'est quelque chose que tu ressens physiquement. Et donc c'est pour ça que, en tant que BO, même parce que la musique elle doit être au service des images évidemment, de ce que l'histoire raconte. Et le métal ça prend beaucoup de place. Et dans les oreilles, et dans le cœur du fan. Et non, c'est pas c'est beau ce que t'as dit. Hein. Non mais j'imagine que c'est pas forcément le plus pertinent. Mais c'est pour ça que je disais dans les scènes de baston ça fonctionne, puisque c'est le moment où de toute façon il n'y a pas de texte et les gens se foutent sur la gueule en fait. Ça colle. Il y a du texte parfois dans le métal. Ouais, mais enfin pas dans les musiques qui accompagnent les scènes de baston. Hein. Ouais, non, sous-représenté. Ah bon, dans le métal c'est pas juste. Ah bon? Et ça donne quoi quand Perceval se rend à Twin Peaks? Voyons ça avec Point Mort. Point Mort est un groupe parisien formé dans les années 2010. Il se compose de 5 membres, qui étaient très discrets, jusqu'à il y a encore peu de temps. Avec à leur actif un EP, Look at the Sky, sorti en 2017, et 2 albums, Rope et Pointless, sortis respectivement en 2019 et 2022, et de nombreux concerts, l'anonymat ne pouvait pas durer. Point Mort fait désormais partie des groupes bien implantés dans la scène métal française. Pour son style, Point Mort officie dans un post-hardcore plus ou moins chaotique, à la fois âpre et sombre, duquel se dégage une certaine finesse dans les mélodies. Un son complexe qu'il serait finalement réducteur de classer dans un genre unique. Et votre musique est si différente, si stimulant. Pour ma part, lors des différentes écoutes, de nombreux groupes me sont venus en tête. Impure Wilhelmina, Buried Inside, Beecher ou encore Converge. Bref, que des références et des groupes que j'affectionne tout particulièrement. Pour l'interview avec Point Mort, j'ai rencontré 3 membres du groupe. Sam, la chanteuse, Damien, le bassiste, et Olivier, le guitariste. Là aussi, un grand nombre de séries ont été évoquées, avec la mention de gros coups de cœur comme Twin Peaks, The Office, 6 Feet Under, Downton Abbey ou encore Kaamelott. Allez, écoutons ensemble Point Mort. Si on remonte un petit peu dans le passé, est-ce qu'il y a des séries qui vous ont marqué pendant votre enfance? Jay, c'est les Conquérants de la Lumière. Je sais pas si c'est une série.
c'est dessin animé, mais Et ça fonctionne. Albator aussi, ça me faisait flipper, les sylphidres. C'est comme ça, c'est les sylphidres ou sylphides. Ça me parle aussi. Ça me faisait flipper. C'était dans Jade, c'est des concurrents. Non, il y avait Albator et les sylphides. Ça m'avait fait flipper. Ouais. Les créatures vertes là. C'était des filles, elles étaient à la fois pas humaines et humaines. Allez, attention, un truc dégueulasse qui s'appelle Riptide. Oui, avec le robot. Alors ça va vraiment marqué. Et deuxièmement, l'homme de l'Atlantide avec le géant. J'ai bu de bière, je suis bourré. Donc, je bois une bière. Et en fait, ce géant m'a marqué. Et j'ai recherché l'épisode il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an. Je sais pas, j'ai essayé de retrouver des trucs qui m'avaient marqué quand j'étais gamin, donc j'ai retrouvé plein de films, plein de machins. Et depuis cet épisode avec le géant de l'homme de l'Atlantide, il m'a vraiment marqué, où il passe dans un puits, il arrive dans une dimension haute, et il rencontre un géant. Je crois que c'est Karim Abdul-Jabbar qui jouait le géant, mais je suis pas sûr, je peux dire. Bref, et du coup c'était un géant de 2 mètres 50, et ça m'a vraiment marqué quand j'étais. Ça m'a limite fait flipper, ouais, ok. Alors maintenant, il y a Supercopter K2000 et pas Orange Mécanique, avec la tonnerre mécanique. Orange Mécanique. Ça, ouais, ça. Ah, comme quoi en fait j'en ai regardé, tu vois, tu réactives des souvenirs, je vais t'appeler. Vieille série des années 80, ouais. Bah, moi, tout ce que vous avez raconté, j'ai vu aussi. Après, du coup, si t'as dit enfance, donc tous les dessins animés. De vacances Non, le Club Dorothée, désolé, je suis plus vieux que toi aussi. Et du coup, moi, j'aimais bien les Chevaliers du Zodiac parce que j'aimais bien les chevaliers femmes quand même, elles étaient badass, tu vois. Ouais. Elles étaient badass. Ouais. Et après, je pense on a été bercés au même truc. Donc plein de choses, mais c'est vrai que je suis pas. C'est vrai que moi je regardais pas trop la télé en fait. Mais, je sais que des fois quand je tombais sur un épisode de ces trucs là un peu technologiques, les trucs qui se transforment, parce que j'adore ça, les trucs qui se transforment. Ouais, c'est vrai que ça attirait particulièrement mon attention, surtout la dernière saison de K2000, il y avait la voiture qui faisait le turbo, il y avait les trucs qui s'ouvraient. Et ça me faisait fantasmer. C'était avant les Transformers. Les Transformers, bien évidemment, Optimus Prime. Tu vois, il avait rien à dire, le gars. Non, mais en fait, je crois, mais en fait, j'ai réactivé Optimus Prime. Et tu sais qu'il me parlait la nuit, et encore maintenant, des fois, Optimus, il me parle. Je te jure que c'est vrai, c'est pas des conneries. Génial. Ah ouais, les Transformers, je suis un gros fan des Transformers. Ok, bon, très bien. Est-ce que maintenant vous avez des séries cultes, donc des séries qui peuvent être un peu plus récentes du coup, qui vous ont marqué et pour vous qui sont vraiment incontournables? The Office. La version anglaise ou américaine? Avec. C'est quoi? Steve Carell. Avec Steve Carell, ouais. L'autre, je l'ai pas vu. Moi, mon incontournable, c'est Twin Peaks. Donc, je pense pas que ce soit très original, mais moi, c'est vraiment le truc qui m'a bien marqué, que j'ai dû voir 3 fois de suite, je pense, à chaque fois. La chanteuse qui joue dedans, elle est morte il y a un mois, 2-3 semaines. Ouais, là, il y a très récemment, ouais. The IT Crowd. Ah oui, très bonne série anglaise. C'est extraordinaire, ça. Non, mais en fait, je regarde des trucs, je découvre des trucs. J'ai vu Succession et j'ai été dingo devant ce truc. Succession, t'as pas vu? Alors je n'ai pas vu, tout le monde m'en parle et faut que je la regarde. J'ai été. Trop balancer le métal là quand même, parce que là je pense, moi là je me suis cogné tous les Downton Abbey, mais genre, ouais, bizarre ou pas, mais trop bien. J'ai adoré. Ouais, vraiment, le film aussi? Pas encore. Très bien. Emily, ma femme me disait que Downton Abbey ça pourrait me plaire avec le côté princesse bourgeoise, c'est vrai que ça m'irait très bien. J'ai trop envie de la regarder, en fait, vous me hypez de ouf en fait. C'est hyper bizarre en fait. Il y a une vieille dedans. Elle est géniale. Elle m'a dit c'est toi. Ah ouais, non mais. Ah ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Voilà. Ok, très bien. D'autres séries après non culte? The Office, en fait, moi je suis comme Olivier, mais en fait, je pense que ça fait 5 fois qu'on reboot la série et on a vu les 9 saisons 5 fois. Moi, avec ma femme, on est fan complètement de ce truc. Je vais pas du tout être original, mais alors les 4 premières saisons de Kaamelott, je pense qu'à chaque fois que ça repasse, je me bidonne de la même manière. Alors moi là, pas du tout. Comme ça. Ah ouais, non mais. Ah ouais, et pourtant je suis pas du tout Moyen-Âge, je déteste les chevaliers. Tout ça, ça me gonfle. Mais alors, mais Perceval aussi, c'est pareil, je suis pareil que lui. Ouais, je comprends rien. C'est pour ça que. Tu t'identifies bien, donc c'est pour ça. Complètement. Ouais. A contrario, est-ce que vous avez des séries que vous qualifieriez de merde? Voilà, vraiment des séries que vous conseillerez à personne? Je
j'ai essayé de regarder. Alors, par contre, faut pas me juger. J'ai essayé de regarder Fondation c'est sur Apple ou Amazon, je sais plus. Apple, ouais. J'arrive pas en fait. Je trouve ça irregardable, mais après, voilà, c'est mon avis. Enfin, c'est pas mon avis perso. Je suis même pas allé au bout du premier épisode. Et voilà, je déteste ces nouvelles. Enfin, c'est pas des nouvelles séries, ces séries où on ne va mettre que le paquet sur le visuel en prenant une franchise qui existe déjà, donc là c'est un roman de science-fiction, mais ça peut être autre chose, et on va mettre le paquet sur les effets visuels sans se soucier que en fait tu es en train de faire une série télévisuelle et non pas une bête adaptation d'un roman. Maintenant ils ont des tels budgets qu'on pourrait être plus exigeant sur l'histoire, la narration. Après j'ai pas continué, donc si ça devient très bien au bout de l'épisode 5, je suis désolé, mais en tout cas pour l'instant j'ai essayé, pourtant je suis très SF et je balance, quoi, c'est insupportable. Ok. Voilà. Moi je vais pas me faire des copains, mais alors Game of Thrones, j'ai vaguement essayé de regarder la première saison, et ma femme elle avait lu les bouquins, elle avait adoré, bon elle est très médiévale, c'est un truc qui lui plaît beaucoup. Alors moi, limite j'avais envie de brûler la télé, tu vois, tellement ça m'a agacé. Enfin bon bref, mais voilà, c'était un choix personnel, un coup. Pourtant j'adore la SF. C'est subjectif là-dessus, c'est clair. Ah oui, c'est complètement subjectif. Moi je pense à rien, je sais qu'il y en a plein parce que ça m'est arrivé d'essayer une série qu'on me conseille et de me dire dès le premier, deuxième épisode j'arrive pas à passer la barre. Donc il y en a régulièrement, mais là je pense à rien en particulier. Par contre ça me fait au contraire me rappeler que j'ai aussi été une très très grande fan de Six Feet Under. Ah yes. Okay. Tu vois pareil, Breaking Bad, j'ai bien aimé le début et j'ai trouvé que c'est comme beaucoup de séries, ça devient très vite hyper mécanique en fait. Je sais quand même, elle regardait beaucoup Pinky Blinders, je crois, c'est ça. Et, ça j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et ce qu'elle me disait, c'est vraiment bien les acteurs, l'acting est tout bien, mais le problème c'est que dans l'écriture c'est tout le temps pareil, c'est toujours la même mécanique et au final en fait tu perds complètement mais pourtant c'était une série qui me tentait bien pour le coup. Voilà. C'est hyper intéressant ce que je vais dire. On va parler musique un petit peu maintenant. Musique dans les séries et dans les fictions plus généralement. Est-ce qu'il y a des génériques ou des BO de séries, pourquoi pas de films, mais on va rester plus sur les séries si possible, qui vous ont vraiment marqué? Moi j'ai un jeu. Moi j'ai mon. Mais c'est une bonne référence donc ça marche. Est-ce qu'un jeu télévisé pour toi c'est une série? Pas vraiment, mais vas-y dis-le. Motus, forcément. Thierry Beccaro, ok. Ben oui. Moi je plus avec Twin Peaks, je pense qu'il n'y a pas de série avec une empreinte musicale aussi importante que Twin Peaks. Enfin, j'ai pas l'impression. Ouais. Franchement, sans la musique, tu as des scènes qui seraient ridicules et avec la musique qui joue ce contrepoint, c'est extraordinaire et vice versa. Et la musique est tellement bien sur des scènes de soap à chier. Ça crée un malaise, c'est vraiment du grand art. Pour moi, c'est vraiment le meilleur équilibre. Je suis musicien, donc forcément, c'est... J'ai vraiment adoré Twin Peaks à cause de ça. Je suis sur Goldorak, alors tu vois. On a Motus d'un côté, Twin Peaks de l'autre. Moi, j'ai des goûts de merde. Mais j'assume totalement. Très bien, il faut. Par rapport à votre musique, vous, est-ce que, en regardant, alors là on peut parler des films aussi, est-ce qu'en regardant une fiction, série ou film, vous vous êtes dit à un moment donné, notre musique elle collerait bien à tel passage de ce film, de cette série, ou pourquoi pas pour illustrer une scène, je sais pas. Tu dis ça, mais au final la manière dont on compose, le truc qui est hyper important c'est la narration du morceau, c'est là où on va, ce qu'on a envie de raconter, comment on va le raconter. Et je pense surtout à H6 ou H6 sur le dernier album. Ouais, H ou H6, pardon. Et Damien, la première fois où quand il a écouté les premières démos, qui a été tout de suite hyper rappelé par le truc, il parle justement parce que t'es hyper cinématographique avec beaucoup de tableaux et ouais, penser un peu comme une musique de film justement. Et pardon, ce serait pas l'inverse, c'est-à-dire que la chanson est hyper. Donc il y a plein de tableaux qui succèdent, il y a des actes presque, tu vois, il y a des actes comme au théâtre et tout. Et quand j'entends cette chanson-là, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que ce serait trop cool de coller un film dessus et non pas le contraire. Après, il y a peut-être d'autres chansons qu'on a fait qui pourraient être bien dans le sens où tiens, ça me fait penser à ce film-là. Mais celle-là, c'est le premier réflexe que j'aurais, c'est la dernière du dernier album, donc Pointless, H2H. Et ça serait trop bien de mettre des images dessus. En plus, il y a quand même une histoire derrière où ça raconte un peu de A à Z de la vie. Voilà, ça commence un peu comme des battements de cœur. Enfin, il y a vraiment une narration claire
Et ça serait trop cool de plutôt faire le contraire de ce que tu as ta question, c'est de mettre des images par rapport à la musique pour illustrer. On appelle ça un clip, désolé, je le sais. Mais non, peut-être le prochain, je sais pas. Mais après, est-ce qu'il y a des chansons qu'on a fait qui colleraient bien sur la musique de film? Je ne sais pas. Est-ce que vous aimeriez composer pour un film ou une série C'est une contrainte incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trop bien d'avoir des contraintes pour justement imaginer quelque chose. T'as une carte blanche pour faire n'importe quoi, bon ok, c'est cool, mais avoir une contrainte de temps déjà, alors ça peut être intéressant, et en plus de nuances, et voir pour créer le décalage. Je pense que quand on parlait de Twin Peaks, mais tellement c'est un bon exemple en fait quand tu penses aux images. Je sais pas comment ils ont pu recevoir certaines images ou certaines scènes de la série sont vraiment du souple le plus dégueulasse de la terre, quoi. Des scènes de couple qui peuvent ne pas être intéressantes mais qui sont très intéressantes dans la et faire des notes malaisantes de clavier, des nappes de clavier malaisantes. C'est trop un espace de création incroyable. Après, est-ce qu'on serait capable de faire? Je ne sais pas. Et tu vois, alors je sais pas si ça va rentrer dans ton concept, mais il y a peut-être 20 ans, j'avais fait de la musique pour un jeu vidéo, un truc, c'est un RTD, ou un truc de stratégie. RPG, ouais. Tu couperas au montage. Hein. Et donc, ouais, j'avais des tableaux comme ça à faire sur les jeux vidéo, sur les comment ça s'appelle ça, des campagnes. Et moi, j'avais adoré faire ça. Hein. C'était, c'est ouais, à la fois là, tu as une contrainte de temps, tu as une contrainte même au niveau de ce que tu veux exprimer, parce qu'il faut que tu colles quand même à l'histoire du jeu vidéo et tout. Mais c'est hyper. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu mets un cadre, il se passe des choses. Oui. Et à partir du moment où t'as pas de cadre, tu pars en sucette et tu arrives forcément vers quelque chose qui, même tu prends à l'époque, les compositeurs, dès qu'ils commençaient à composer, ils partaient, tiens, je prends une forme menuet, je prends un concerto, une symphonie, donc ils étaient déjà dans un cadre. Et dans le cadre, ils pétaient le cadre. Et le fait de mettre ce cadre, je me répète, le gars il est obligé d'essayer d'être inventif, créatif et ouais, de faire en sorte que ton histoire elle colle justement à ce que quand tu vois t'as des opéras ou des trucs comme ça, tu es obligé de suivre justement la narration et de développer ta musique en fonction du texte, en fonction de l'histoire. Et bref, je sais plus quelle était ta question, je suis parti en sucette. Mais c'est très bien, c'est ça. Mais voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui moi perso, oui, si j'avais le temps peut-être déjà de faire ce genre de projet, c'est un truc qui me plairait. Réécrire pour orchestre, ça c'est un truc qui me plairait énormément. C'est un peu pour confirmer ce que tu dis, mais j'ai quand même l'impression que même la musique de film actuelle, alors à part 2-3 gros trucs à la Hans Zimmer, genre Dune et compagnie, la musique de film elle est devenue totalement générique parce que justement c'est des films qui vont durer entre 2 et 3 heures, tu fais ce que tu veux en fait, t'as la scène d'action, tu mets n'importe quoi. Du coup sur les séries il y a eu un peu plus sur Game of Thrones comme ils sont bien fait chier quand même, et il y a 20 ans il y a eu le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il y a plutôt eu Game of Thrones maintenant, c'est pas... Et par rapport, là tu parles des gens qui composent pour des séries, mais je trouve qu'il y a aussi une espèce de recherche récente. Je pense à une série, je sais pas si vous avez vu, et c'est pas un truc dingo, mais c'est Good Girls. Et toute la BO, ils ont été piocher des vieux morceaux en français, des trucs, et ça crée une espèce d'ambiance très particulière à la série, parce que la thématique déjà elle est un peu barrée, mais du coup le fait d'avoir du France Gall dans une série américaine, et ça j'ai trouvé ça hyper cool. Bon après la série elle se regarde devant un truc de pâte, mais elle n'est pas désagréable à voir, mais c'est marrant d'avoir fait ce travail là. C'est un peu comme, bon là du coup c'est ça par ailleurs, mais c'est un peu comme quand Sofia Coppola elle fait Marie-Antoinette et qu'elle va y caler avec des anachronismes qui fonctionnent du feu de Dieu quoi en fait. Ce qu'ils font aussi un peu dans Peaky Blinders en fait, ils vont chercher des musiques assez récentes finalement, ils les mettent dans une époque qui n'est pas, et les morceaux sont bien trouvés, il y a une recherche vraiment de musique qui est vraiment pas mal. Il y avait eu comme série il y a peut-être pas 10 ans mais pas loin, The Nick, sur les médecins là, du début du siècle, et c'était que c'était que du clavier en fait, que de l'électro, un truc un peu synthwave, les musiques étaient en total décalage et c'était déjà vachement bien. Et du coup j'ai quand même l'impression qu'ils se perdent plus de choses intéressantes dans les séries que dans le ciné en tout cas. Je sais pas si j'ai raison, hein, mais c'est ce qui donne l'impression. Ah bah oui, okay. À part peut-être Dune où ils sont un peu fait chier, mais encore. En tout
tout cas j'ai l'impression que c'est plutôt dans les séries où ils vont chercher à déstabiliser, tu vois l'exemple qu'il y a dans les séries. Besoin de Damien pour faire un... Ok, très bien, bon merci. Dernière question, on va aller un peu dans le cliché, mais c'est comment vous voyez l'image de la musique métal et du métalleux dans les fictions, dans le cinéma, dans les séries? Comment vous voyez cette image un peu... toujours un peu réductrice au final, Faites toujours l'image de quelqu'un qui est un gros beauf, quoi. Alors qu'au final, je dis pas qu'il y a des gens qui sont pas comme ça, mais après ils font ce qu'ils veulent aussi s'ils sont contents comme ça. Si tu regardes en ce moment Stranger Things, les métalleux ils prennent pour leur quota ils sont rôlistes, ils font... c'est très cliché, satanistes, voilà. Mais bon après c'est un truc qui est un peu cultivé. C'est hyper compliqué quand... moi j'ai pas le sentiment d'appartenir à la communauté métal, mais il y a clairement des trucs dans lesquels je me reconnais pas, mais ça fait un peu partie du... je sais pas comment dire... voilà, c'est ça. La cible des personnes n'est absolument pas métal. La cible c'est grand public. Oui. Donc pour que ça parle au grand public, il faut que tu sois presque burlesque. Tous les styles sont comme ça en fait. C'est exagéré parce qu'ils veulent mettre en avant le côté drôle en fait de l'attitude ou quoi que ce soit. Mais ce qui correspond absolument pas à la réalité. Bien sûr. Surtout si t'es américain. Alors là, dans le genre puritain bizarre, on dit un truc, on fait autre chose, on est pas mal. Au-dessus, il y a personne. J'ai pas d'exemple. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt trouver une série où on trouve que le personnage est un métalleux et c'est cool. Mais là, ça me vient pas. Ça me vient pas à l'esprit. Pour moi, ça n'a pas beaucoup évolué depuis les années 80-90. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnages qui sont toujours soit hyper cool, hyper fun, mais c'est toujours un espèce de gimmick du métalleux de l'époque avec son blouson en cuir. Enfin, après, peut-être que c'est le blouson noir, j'en sais rien, son côté Deathgasm, je sais pas, il y a un film comme ça de Zordel là, c'était cool et tout, c'était sympa, mais il n'y a pas de... le métal, c'est pas que du fun, c'est pas que... je sais pas, c'est pas que Iron Maiden, bien que ce soit un de mes groupes préférés, il y a aussi d'autres trucs qui pourraient être... je sais pas, j'ai pas d'idée, mais pour l'instant, je trouve que ça n'a pas beaucoup évolué en tout cas dans les séries. J'ai pas d'exemple où je me suis dit, ah tiens, voilà un mec qui écoute du métal, mais qui n'est pas avec tous les clichés à se maquiller en panda, quoi. Tu sais, le film là, qui est pareil, devant un truc de pâte, mais qui est assez mignon, Lords of Metal, Metal Lords, je sais pas quoi. Ils ont essayé un petit peu avec le batteur de sortir de ce cliché-là. Le gars, lui, il est plus genre, il tient à sa meuf, il est pas forcément. Ce serait bien de faire évoluer ces trucs-là, voilà, ouais. Mais malheureusement, avec elle, ils sont quand même rentrés dans le cliché parce qu'elle est violoncelliste et quand elle arrive pour faire le concert, elle arrive en mode badass. Ils peuvent pas s'empêcher de faire ce truc. Et je comprends parce que ça fait aussi partie de l'imagerie du métal. Mais là, ils ont essayé un petit peu quand même, au moins avec lui, en montrant que c'était pas un gros beauf, qu'il arrivait à convaincre son pote de changer. Je pense que c'est ça, faudrait trouver. Il y a quelques exemples. Peut-être Jack Black, ces trucs quand il a essayé un peu de venir, mais il est comme toujours dans le côté rigolo. Il sort les clichés quand même. Il y a les clichés en fait. Et du coup, il devient tellement sympathique qu'il sort du cadre. Moi j'ai pas d'exemple en tête où il y a vraiment quelqu'un qui a un boulot normal et qui ne tombe pas dans le cliché du soit Cannibal Corpse parce que c'est rigolo d'avoir un contraste. T'as pas l'impression que c'est une musique qui peut s'écouter en tant que musique, t'as l'impression que c'est tout de suite un espèce d'art de vivre à 2 balles. Non, tu peux écouter du métal en étant tranquille chez toi, il n'y a pas de souci quoi. Et puis tu peux venir hurler le test aussi, mais j'ai pas vu d'exemple pour répondre à ta question. Encore merci à Laura Cox, Point Mort et The Great Old Ones d'avoir joué le jeu pour ces entretiens. Je t'invite vivement à aller les écouter, ça vaut le détour. Et encore mieux, si tu as l'occasion, je t'invite à aller les voir sur scène, ça vaut vraiment le coup. Ce premier volet, spécial Hellfest 2022, s'achève ici. Je te donne rendez-vous très prochainement pour la suite et fin de cet article. Tu y découvriras 3 autres groupes avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger. Ce sera également l'occasion de faire un petit débrief de mon séjour à Clisson. J'espère vraiment que ce nouveau format t'aura plu, n'hésite pas à venir en discuter avec moi sur le site de la crypte dans la partie commentaires ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne donc rendez-vous très rapidement, d'ici là,
profite de la vie, et bisous.